Oh, l'adhésion au FPI s'est faite tout naturellement sur la base de l'idéal que portait et que porte encore le président Laurent Gbagbo. C'est un monsieur qui a lutté dans la clandestinité pendant longtemps contre le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Et nous avions ses écrits, nous avions ses déclarations dans les journaux. Et pour l'idéal démocratique et des libertés qu'il préconisait, ça a été très facile pour nous autres de nous arrimer à sa lutte et être à ses côtés. Je n'étais pas dans la clandestinité comme lui, mais j'étais, pour ce qu'il représentait, je le voyais de temps en temps en cachette pour parler politique, pour nous donner des conseils. Et lorsque la clandestinité a pris la forme dans les années 80, plus exactement 81 par là, et que je venais d'être agrégé des pharmacies, il a eu beaucoup d'estime pour moi, il m'a appelé pour me donner des conseils. Et c'est comme ça que nos relations ont véritablement commencé. Laurent Gbagbo a écrit beaucoup de documents, d'abord sous forme de tracts à l'époque, hein, où il prônait ses idées. Il fallait lutter contre le pouvoir dictatorial de Houphouët-Boigny, il fallait lutter contre la pensée unique, il fallait lutter pour la démocratisation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. En tout cas, toutes ces luttes-là, on les a vues dans les tracts à l'époque, mais aussi il a aussi écrit des documents comme l'alternative pour une Côte d'Ivoire nouvelle, des documents dont j'oublie beaucoup de noms, mais il en a écrit beaucoup, et nous les avons feuilletés. Et là-dedans, comme je dis encore une fois, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est son engagement pour les libertés publiques, son engagement pour la démocratie. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'engagement et l'honnêteté de l'homme. C'est-à-dire, voilà un monsieur qui avait tout pour céder à l'époque au pouvoir Félix Houphouët-Boigny pour son bien-être personnel. Mais il a refusé tout ça. Il a dit que lui, il s'engage pour le peuple de Côte d'Ivoire et non pour lui-même. Sinon, ce n'est pas les appels de pied qui manquaient à l'époque. Mais il a tenu pour son idéal politique, pour son idéal social. Et c'est ça qui nous a marqué. Nous autres, on était jeunes professeurs d'université, hein, et puis voilà un monsieur qui a lutté toute sa vie et qui était pratiquement misérable, comme tout le monde, parce qu'un enseignant-chercheur à l'époque, qu'est-ce qu'il gagnait bien? Il avait juste sa maison que l'État avait donnée aux enseignants à l'époque, donc c'est là qu'on le trouvait. Mais pour cet engagement-là, pour ce don de soi, vraiment c'était pour nous important qu'on le soutienne. D'autant plus qu'à l'époque, lorsqu'il a commencé ses premiers meetings, on l'a traité de tous les noms. On disait que ceux qui venaient au meeting de Gbagbo étaient des badauds. Et je crois que c'est ce terme qui m'a beaucoup plus décidé à prendre ma carte de militant. Le multipartisme venait d'être autorisé un certain 30 avril 1990. Et Gbagbo a déposé son dossier, il a commencé à parler. Et puis on traitait des gens qui le suivaient, on les traitait de badauds. Et comme moi, j'étais un des rares cadres qui vient d'avoir l'agrégation en pharmacie, je me disais, mais je ne suis quand même pas un badaud, donc ce monsieur qui est porteur d'un idéal mérite d'être soutenu. Et c'est comme ça que j'ai pris ma carte pour la première fois. Et je suis même allé plus loin, j'ai créé un comité de base dans mon quartier, déjà en 90. Je crois que Gbagbo, comme je l'ai dit tantôt, son idéal politique, c'était de lutter démocratiquement pour arriver un jour au pouvoir. On ne savait pas quand il allait arriver au pouvoir, mais il y croyait fermement. Parce que les données étaient déjà là. Houphouët-Boigny était vieillissant, lui-même, son régime n'a pas préparé sa succession. Donc les jeunes qui pouvaient avoir de bonnes idées, qui pouvaient rassembler des gens, pouvaient un jour ou l'autre espérer arriver à ce poste-là. Mais Gbagbo a été, à mon sens, aussi inspiré par, j'allais dire, l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Tu sais, il fait partie d'une région. On n'a jamais voulu dire ces choses d'appui, vraiment loin de moi, de chercher à réveiller, à tourner le couteau dans la plaie. Mais il fait partie d'une région où nous avons beaucoup souffert politiquement. Des gens comme Krabin Nyabri sont lancés dans la politique. Des gens comme Didier Capri se sont lancés dans la politique. Et vous avez connu leur sort. Donc tu ne peux pas être orphelin de ce côté-là et puis engager une lutte où tu vas braver les autres. Deuxièmement, Gbagbo, il s'inspire aussi de la lutte de Gandhi. Gandhi, cet homme de paix qui a lutté pacifiquement
en Inde, il s'est aussi inspiré de lui. Et finalement, il a fait du réalisme politique. Houphouët-Boigny était tout puissant dans ce pays, tout puissant dans le monde. Il n'était pas bon d'affronter Houphouët-Boigny, la force, j'allais dire. Donc, fort de tout ça, il a inscrit dans sa lutte dans la durée, c'est-à-dire la transition pacifique à la démocratie, pour essayer de sensibiliser les uns et les autres. Et si les Ivoiriens veulent bien, un jour, ils lui confieront la mission de diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a expliqué son engagement pour la lutte pacifique jusqu'aujourd'hui. Ah oui, bien entendu, ça dit que nous avions prôné une politique agricole. Jusque-là, on faisait une politique de commercialisation des produits de l'agriculture, notamment le café cacao, l'évia, le palmier à huile. On se contentait de ça. On engageait des fortunes et c'était tout. Ce que Houphouët-Boigny a fait et qui est bon, que je salue aujourd'hui, c'est par exemple la recherche dans l'agriculture. Lorsqu'on a fait les hybridations de cacao, lorsqu'on a créé des sociétés ou des champs de recherche sur l'agriculture, c'est une bonne chose. Mais à part ça, il n'y a pas une véritable politique agricole qui a été mise en place. Donc quand nous sommes arrivés et que j'ai eu la chance d'être nommé ministre de l'Agriculture en 2002, la première mission qu'on m'a confiée, c'était d'abord d'organiser la filière agricole, qui avait commencé avant nous, sous sur le président Feu Guy Robert, les bailleurs de fonds, de la Banque mondiale plus exactement, avaient préconisé le démantèlement de la caisse de stabilisation. Donc c'est dans ce processus de démantèlement-là que les propositions avaient été faites pour réorganiser la filière agricole, notamment la filière café-cacao. Donc on m'a nommé parce qu'il y avait des problèmes dans cette filière café-cacao et quand je suis arrivé, ma première tâche a été de mettre de l'ordre. Nous avons mis de l'ordre et le président Gbagbo a, pour donner tout son poids à l'agriculture, notamment le café-cacao, il a dit aux paysans qu'il voulait leur rendre leur propriété. Le café-cacao, c'est la production de ceux qui travaillent la terre. Donc il a dit aux paysans, je vais vous rendre le pouvoir. Il a même stigmatisé cela, ou bien il a même introduit cela dans sa campagne électorale en 2000, en disant, donnez-moi le pouvoir, pourquoi je vous le rendre? En le disant, il voulait dire aux paysans, je vais vous remettre votre filière café-cacao. Donc c'est ce travail que nous avons eu dans un premier temps. Ensuite, l'autre volet, c'était l'autosuffisance alimentaire. Nous avons dit, mais comment un pays qui produit le café-cacao, qui produit l'évia, le palmier à huile, peut avoir de l'argent, mais si demain il n'y a pas de produits de culture vivrière, comment cette population peut arriver à manger, à s'autosuffire? Donc nous avons privilégié aussi l'axe production vivrière. Et le premier geste que nous avons engagé, c'était à la suite de l'attaque de la Côte d'Ivoire en 2002, notamment en 18 septembre 2002. Nous avons institué le projet Riz pour tous. C'était pour nous une façon d'anticiper la famine. Parce qu'avec la guerre, on pouvait penser logiquement que la Côte d'Ivoire allait tomber dans la famine. Donc pour prévenir la famine, on a engagé cette opération Riz pour tous qui a permis aux Ivoiriens de cultiver du riz. Et effectivement, pendant toute la durée de la guerre, on n'a jamais parlé de famine en Côte d'Ivoire. Parce que non seulement nous avons mis en place cette politique, mais nous avons soutenu les productrices des produits vivriers, notamment les coopératives des femmes. Donc cela a fait que la Côte d'Ivoire a toujours continué à produire du vivrier et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui autosuffisante. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a dit que l'Afrique tout entière peut être autosuffisante en alimentation. Comment? Chaque pays a ses richesses. Chaque pays a ses potentialités. Donc, un pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, on peut identifier dans chaque pays quelles sont ses potentialités naturelles pour les développer. À ce moment-là, au lieu qu'un pays comme la Côte d'Ivoire produise tout, elle pourrait laisser un pan de la production qui peut revenir par exemple aux Maliens, aux Burkinabés et aux Sénégalais, cela produise ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas produire. Et à ce moment-là, on peut faire des passerelles dans les échanges agricoles et ça bénéficie à toute l'Afrique. On peut l'étendre à toute l'Afrique. Je me souviens que un pays comme la Guinée-Bissau était venu, le ministre de la Guinée-Bissau était venu me voir pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur la possibilité de développer l'agriculture chez eux. Mais voilà les idées que le président Gbagbo avait pour développer non seulement
l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique, avec les potentialités que chaque pays pourrait avoir, en donnant des coups de pouce là où cela est nécessaire. Revenons donc au café et au cacao. Bruno Locke, un grand expert sur le cacao, dit que Laurent Gbagbo ne connaissait pas vraiment comment ce secteur-là fonctionnait. En tout cas, son fonctionnement était opaque. C'était des réseaux qui existaient depuis un demi-siècle. Dans votre expérience de ministre de l'Agriculture, quelle était la politique nouvelle du président Laurent Gbagbo dans ce secteur pour, si vous voulez, l'arracher à ces multinationales qui, comme on le dit, fonctionnaient de façon opaque? Oui. Monsieur Bruno Locke, comme vous l'avez dit, il a bien raison. C'est-à-dire que la seule chose que le président Gbagbo ne connaissait pas, c'était l'aspect commercial ou l'aspect financier de la filière café-cacao. Autrement dit, en tant que fils de la terre, il sait ce que c'est que l'agriculture, il sait ce que c'est que le café-cacao, qui est la source principale des revenus de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'en son temps, il a proposé à la population que s'il devenait président, il allait donner un prix rémunérateur aux producteurs de café-cacao. C'est-à-dire le prix CAF, c'est ce prix CAF-là qui serait pris comme repère pour donner la moitié aux producteurs ivoiriens. Et ça n'a pas manqué. Quand on est arrivé, vous savez très bien qu'à un moment donné, le prix du café-cacao est monté jusqu'à 1100 francs le kilo. Il a fait une promesse. Donc il connaissait bien la production. Mais l'organisation telle que c'était, on la connaissait à travers la caisse de stabilisation, qui était effectivement une structure opaque. Cette caisse de stabilisation était, pour les dirigeants de l'époque, leur bien personnel, leur bien familial. Mais le président Laurent Gbagbo a estimé que tout cela ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, lui, c'est ce que le producteur pouvait avoir. Et c'est en cela qu'il a cherché à démocratiser la gestion de la filière café-cacao. Il en a fait, cette démocratisation, il en a fait dans tout le secteur aussi. Il n'a jamais voulu avoir le monopole sur les revenus de notre travail en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que, concernant les grandes régies qui manipulent l'argent, le président Gbagbo, à conformité avec sa logique et dans le cadre de la bonne gouvernance, a préféré choisir les dirigeants de ces régies-là, régies financières, sur appel à candidature. Il a nommé 3 principaux responsables des régies financières, notamment le Trésor, la douane et les impôts, sur appel à candidature. Là où ses prédécesseurs nommaient leurs propres parents ou bien leurs propres partisans. Gbagbo n'a pas voulu faire cela. Il a fait confiance aux Ivoiriens, il a fait confiance à la compétence des Ivoiriens et il a appelé des citoyens ivoiriens à, fournir le meilleur d'eux-mêmes à travers leurs compétences. Donc ça, c'était le volet gouvernance et bonne gouvernance. Ça, c'était pour lutter contre cette espèce de corruption, cette espèce de nomination des personnes de façon partisane, et, tout ce que vous voulez. Donc, il a fait pour l'agriculture. Il a estimé que l'opacité de la caisse de stabilisation ne convenait plus à notre siècle. Et que, comme cela avait été prévu par les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, je l'ai dit tantôt, il fallait donc continuer la démocratisation. Il a estimé que cette filière devait revenir aux producteurs. Et pour cela, on a créé 3 structures où les producteurs pouvaient intervenir. Notamment, il a créé le FDPCC, il a créé le FRC et il a créé la BCC. Le FDPCC, c'est cette structure qui était chargée de promouvoir l'activité et la production agricole, promouvoir aussi le niveau de vie des producteurs. La BCC, son rôle, c'était de veiller sur le stock et sur la prévision des récoltes pour qu'on puisse en tenir compte et aller fixer les prix à l'extérieur. Le FRC, son rôle, c'était de garantir financièrement toutes ces productions. Donc chacun avait son rôle. Et à chaque niveau, le président Gbagbo a nommé des producteurs. Non, plutôt les producteurs ont désigné des personnes. C'est eux-mêmes qui ont désigné leurs responsables. Donc que ce soit le FDPCC, que ce soit le FRC, que ce soit la BCC, ce sont les producteurs qui ont désigné les responsables. Gbagbo n'y est pour rien. Il a juste créé les structures
et les meubles ont été occupés par les personnes que leurs pères ont désignées. Donc c'est une forme de démocratisation. Et quand il a fait, c'était pour rendre hommage aux producteurs, pour leur donner leur filière et voir ce dont ils étaient capables. Parce qu'à présent, c'est eux qui produisaient et c'est eux qui étaient les donneurs de la farce, parce qu'ils ne gagnaient rien dans leur production. Voilà ce qu'il a réglé à ce moment précis, pour lutter contre l'opacité de la gestion de la filière café-cacao. Tout de même, l'opacité n'a pas disparu, puisque Cargill, ADM et Bolloré ont pratiquement mis sous le boisseau les exportateurs nationaux. Oui. Alors, quelle stratégie politique avez-vous adoptée à cette époque dans le secteur pour que ces multinationales-là soient celles qui tiennent encore le secteur du café-cacao? J'avoue, c'était notre préoccupation, mais souvenez-vous que j'ai pris les rênes du ministère de l'Agriculture. Enfin, le président Gbagbo m'a nommé au ministre de l'Agriculture en février 2002. La guerre contre la Côte d'Ivoire a été déclenchée en septembre 2002. Donc c'est pratiquement 5 mois ou 6 mois plus tard. Et toutes ces bonnes idées que nous avions en tête, que le président nous avait dit de mettre en application, on n'a pas pu les mettre rapidement en application. Parce que vous comprendrez tout à l'heure que le ministère de l'Agriculture va revenir à un RDR quelques mois plus tard. Donc nous n'avions eu qu'une dizaine de mois pour faire tout ce travail et ça n'a pas été facile. Autrement dit, il convient avec vous que les multinationales se sont accaparées de la structure d'exportation, de production, ainsi de suite. Et que les exportateurs nationaux ont eu des difficultés. Pourquoi? Parce que premièrement, les multinationales ont beaucoup d'argent, bien entendu. Deuxièmement, c'est qu'ils ont la capacité de faire du stockage pour essayer de faire la spéculation par la suite. Le producteur, l'exportateur ivoirien n'a pas cette capacité financière pour faire ce que les autres font. Et enfin, les multinationales, Cargill et autres, au lieu de s'en tenir à leur rôle d'exportateurs internationaux, sont allés même jusqu'à Bourg-Champ pour acheter le café et le cacao, ce qui était interdit. Dans notre système, ce que nous avons voulu privilégier, c'était les coopératives agricoles. Les coopératives allaient Bourg-Champ, parce que c'est eux qui produisent. Lesquelles coopératives ramassent les productions des producteurs et les mettent, j'allais dire, à disposition des exportateurs, moyennant négociation. C'est là que les négociations devaient avoir lieu de façon honnête et les prix allaient être fixés. Mais ce qu'ont fait les multinationales, c'est d'aller jusqu'à Bourg-Champ. Donc on trouve le paysan dans sa plantation et c'est là-bas qu'on discute avec lui, ce qui n'était pas normal. Nous étions en train de travailler sur ce dossier pour que les coopératives aient leur place, les exportateurs aient leur place, pour que les choses puissent être bien rodées. On n'y est pas parvenu parce que la guerre est venue entre-temps et que ce volet a été quelque peu malmené. Sinon, voilà les conditions dans lesquelles les multinationales ont travaillé. Et l'aspect que j'oubliais, c'est que je me souviens que j'ai traité un dossier qui m'a un peu choqué à l'époque. C'était qu'aux multinationales, notamment à ceux qui voulaient faire de la transformation, la semi-transformation, on accordait des exonérations. Donc un exportateur multinational peut faire croire à l'État qu'il fait la semi-transformation sur un certain volume. Mais comme nous n'avons pas les moyens de contrôler, au lieu de faire la semi-transformation pour laquelle il est exonéré d'impôts, il peut ne pas faire cette semi-transformation et faire l'exportation à la place. Tout ça, c'était des données que nous avions, mais qu'on n'a pas pu avoir le temps de combattre. Ce n'était pas le cas du gouvernement auquel j'ai participé, notamment le gouvernement qui a été mis en place à la suite de l'accord de Marcoussis. Dans ce gouvernement, ce que j'ai observé, c'est que chaque ministre venait pour défendre sa chapelle politique. Donc, ne venait pas forcément pour travailler dans l'intérêt du président Laurent Gbagbo. Ça veut dire bien au contraire, il fallait mettre à mal son projet pour qu'au finish, on puisse dire qu'il n'a pas travaillé. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, on puisse dire que tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, alors que Laurent Gbagbo n'a gouverné que 2 années, même pas 2 années, c'est-à-dire 1 an et 8 mois à peu près, d'octobre 2000 à septembre 2002 où ça a été attaqué. Le gouvernement de réconciliation a été formé en mars 2003, donc il n'a pas gouverné suffisamment. Mais c'est à lui qu'incombe aujourd'hui
toutes les difficultés qu'on a connues en Côte d'Ivoire, alors qu'on était tous ensemble dans le même gouvernement. C'est pour dire qu'effectivement, les ministres ne se sentaient pas obligés de faire la politique du gouvernement, du président Laurent Gbagbo, faire leur propre politique comme il le sentait. Concernant ce poste qui a été occupé par le ministre RDR, ce que je peux dire là-dessus, c'est que le RDR s'est battu pour avoir le ministère de l'Agriculture, comme il s'est battu pour avoir le ministère de la Justice, pour des raisons que nous connaissons très bien. À l'époque, beaucoup d'idées, beaucoup d'accusations ont eu lieu. Les terres sont occupées, on fait la chasse à tel groupe de personnes, des régions, ainsi de suite. Donc, en maîtrisant, en ayant ces ministères-là, ils réglaient ce genre de problèmes. Ils réglaient ce genre de problèmes, selon eux. Concernant l'agriculture, l'agriculture est venue au RDR, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était une source financière pour préparer la suite. Donc, avec l'agriculture, il y avait de l'argent, on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire. Deuxièmement, l'agriculture leur permettait d'officialiser, je dis bien officialiser, l'occupation illégale des terres. En étant là, soit on laisse faire, soit on officialise. Parce que si c'est d'autres personnes qui étaient là comme nous, on allait chercher à comprendre pour essayer de rectifier le tir. Donc aujourd'hui, le gros problème que nous avons en Côte d'Ivoire, ce sont ces terres occupées illégalement. Et vous savez ce que ça donne comme difficulté aujourd'hui dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc voilà les deux raisons que je retiens concernant le ministère de l'Agriculture, qu'on a donné, on a cédé au RDR, parce que le RDR a demandé. Donc il y a la source financière, et puis il y a l'officialisation de l'occupation illégale des terres, j'allais même dire quelquefois l'expropriation de certains autochtones. Donc vraiment c'est tout ça qu'on peut mettre dans ce truc. Alors évidemment, avec cela, le ministre qui a d'autres agendas n'est pas obligé de faire, comme je le disais, ce qui devait être fait pour améliorer la situation. Et donc, en situation de guerre, tout est possible. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Le ministère, mais aussi bien les personnes qui dirigent les filières café cacao. Et puis bon, c'est le bordel, quoi, comme dirait l'autre. Excusez-moi du terme. Je m'inscris en faux en cette considération. Je m'inscris totalement en faux parce que il faut qu'on apprenne à connaître comment marche un gouvernement, comment marche l'État, comment l'État fonctionne. Dire que Gbagbo a favorisé la corruption, dire que Gbagbo a agi tardivement contre la gabégie de la filière café-cacao, je pense que c'est du, je ne dis pas du mensonge, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Premièrement, j'ai dit tantôt que pour lutter contre la gabégie et pour prôner la gouvernance, Gbagbo a nommé les responsables des régies sur appel à candidature. Pour lutter contre la gabégie et pour rendre aux paysans leur dignité, Gbagbo a demandé aux paysans de gérer leur filière. C'est ce qui a été fait. Maintenant, dans la gestion, on va découvrir des choses. Ce qui est humain, disons, le travail humain est toujours parsemé de fautes, d'erreurs, ce qui est humain. Mais dire qu'il a laissé faire, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas laissé faire. Ça veut dire que la filière café-cacao a son mode de fonctionnement. Premièrement, comment est constituée chaque structure. Je vous ai parlé du FDPCC, du FRC, de la BCC. Il faut prendre comment ces structures ont été installées. Il faut prendre comment ces structures fonctionnent. Une structure qui a une semi-autonomie, qui a son assemblée générale, qui a son conseil d'administration, qui a ses directeurs. Cette structure-là n'est pas une structure comme administrative dans laquelle le président de la République peut intervenir du jour au lendemain pour dire bon, tel directeur, comment tu as mal travaillé, je te dégomme ou bien ceci ou bien cela. C'est une structure, elle est certes semi-étatique, mais elle est un peu privée. Elle est un peu privée. Et sur cette base-là, il faut avoir des données suffisantes pour réagir. Quand le président Gbagbo a appris que la gestion de la filière café-cacao était quelque peu mise en cause, il a diligenté une enquête. Le temps que l'enquête donne les résultats, il y a un délai. Est-ce que l'enquête se déroule normalement aussi? Il faut savoir tout cela. Donc le jour où il a eu les résultats de l'enquête, effectivement, il a engagé la procédure qui sied à la matière.
c'est-à-dire donner le dossier au procureur de la République pour faire le travail qu'il a à faire. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés aux environs de 2006-2008 pour que les auditions, pour que la justice puisse faire son travail. Mais c'est sur l'initiative du président de la République qui était en possession des résultats des enquêtes, qui était irréfutable. Donc à partir de là, il n'avait plus d'argument pour dire on ne donne pas le dossier à la justice, oui on donne. En tant que président de la République, un problème se pose, il faut qu'il y ait tous les éléments avant d'engager la procédure qui s'y est à la matière. C'est ce qui a été fait. Et pour vous dire que le président Gbagbo était décidé à faire un jugement ou bien une enquête exemplaire, les ministres que nous sommes, nous avons même été auditionnés en tant que témoins. Parce que nous avons géré la filière aussi, nous avons supervisé ou alors nous étions là quand les gens géraient la filière, donc c'est tout à fait normal qu'on nous écoute aussi. Nous avons été auditionnés au tribunal. Moi-même, je vous parle, je suis passé au tribunal 2 fois. Donc, tout ce qui est écrit, ou tout ce qui est dit, ça participe de la volonté de salir le président, tout simplement. Mais retenons qu'un problème s'est posé dans une filière, dans un système de gestion. Le président de la République est intervenu pour mettre fin à tout cela, pour que la justice puisse faire son travail. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est la première fois que ça se faisait en Côte d'Ivoire. C'est la première fois que ça se faisait en Côte d'Ivoire. Et c'est la première fois qu'on appelait des ministres à l'audience. C'est la première fois. J'ai failli dire ça. Lorsque nous sommes arrivés à l'accord politique de Ouagadougou, lequel accord a donné beaucoup d'espoir aux Ivoiriens et beaucoup d'espérance, j'ai failli dire ça. Mais je me suis rendu compte très vite que c'était stratégique, que les gens changeaient de posture parce qu'ils avaient un agenda que nous ne maîtrisons pas. Pour ce qui concerne les différentes résolutions, effectivement, vous l'avez dit, il y en a eu beaucoup. Il y a eu même des décisions qui ont été forcées pour que Laurent Gbagbo les prenne en compte. Tout ça, c'était pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et par rapport à la paix, il a dû faire beaucoup de concessions. J'allais même dire qu'il a dû faire beaucoup de sacrifices qui sont humainement difficiles à faire, mais il fallait le faire pour la paix. D'aucuns l'ont accusé de faiblesse, mais non, il n'y avait pas de faiblesse de sa part. C'était l'objectif qu'on recherchait, c'est la paix. La paix et l'unité de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il a dû faire beaucoup de concessions. Donc, on arrive à ce niveau-là, des choses sont faites. On espère que la paix va revenir parce que les concessions qui devaient être faites ont été faites. Les compromis qui devaient être faits ont été faits. Il n'y a pas de raison que la paix ne vienne pas. Mais vous constatez avec moi qu'au jour d'aujourd'hui, la paix n'est pas encore revenue. Donc il y a eu, une espèce de ruse entre les protagonistes, notamment du côté de la rébellion. Parce que Gbagbo lui a fait ce qu'on lui a demandé de faire. La rébellion n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Elle n'a pas fait le désarmement, par exemple. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le président Gbagbo était satisfait. Non. Un homme d'État ne peut pas être satisfait de cette manière-là. On a fait un programme, il faut que chacun fasse sa part. Il a toujours dit, j'ai fait ma part, j'attends que les autres fassent leur part. Gbagbo a toujours réclamé ça, il a toujours proclamé ça, toujours. J'ai fait ma part, c'est ce qu'il disait toujours. Faire sa part, ça veut dire qu'on lui a demandé de faire des choses qu'il a fait. Comme exemple, on a demandé à Gbagbo de prendre une loi d'amnistie pour les rebelles. Il a fait. On a demandé à Gbagbo de former un gouvernement de réconciliation. Il a fait. On a demandé à Gbagbo de prendre des premiers ministres qui ne sont pas de son bord. Il a fait. On a demandé à Gbagbo de mettre en place une commission électorale qui inspire confiance à ses adversaires. On l'a fait. La commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire est une commission dirigée par les adversaires de Gbagbo et dominée par les adversaires de Gbagbo. On a dit enfin, il faut que Gbagbo fasse en sorte que Ouattara soit candidat. Il a fait. Maintenant, de l'autre côté, on dit, désarmer, on va aller aux élections. On dit non. Et là, le monde entier se braque contre Gbagbo pour dire que c'est lui qui ne veut pas de la paix parce qu'il ne veut pas aller aux élections. Donc c'est le monde entier qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire sans que les rebelles soient désarmés. Pour ce que je disais tantôt, l'agenda caché. L'agenda caché. C'est ça que nous avons vu. Évidemment, les gens qui croyaient nous apporter la paix, nous apporter des difficultés. Parce que les élections se sont déroulées dans des situations, des conditions difficiles. Les résultats sont là. Des milliers de morts,
Oui, mais avec tout ce qui se passait, nous déjà même pendant les élections, moi qui ai supervisé les élections à Gagnoua, pendant qu'on était en train de voter, la guerre avait déjà lieu. La guerre avait déjà lieu. À Dinyago, en pleine journée, pendant qu'on était en train de voter, la population de Dinyago a été attaquée. Il a fallu que, pendant que je m'occupais des bureaux de vote, que j'aille mettre les gens à l'hôpital, et ainsi de suite. Mais le soir, tous les sites du Front populaire ivoirien, toutes les maisons des responsables du Front populaire ivoirien ou supposés proches de Gbagbo ont été attaqués. Il parle bien du soir du deuxième tour. On n'était même pas encore arrivé à la contestation des résultats. Mais pendant qu'on votait, pendant qu'on rendait les résultats, il y avait déjà la guerre. En tout cas chez nous, c'est là où je connais mieux. Voilà. Je pense que ça a dû être un peu la même chose un peu partout. Donc, c'était prévisible. Voilà, c'était prévisible. Parce qu'on attend de voter, il y a déjà la guerre. Qu'est-ce qui va se passer si on proclame les résultats? Donc, c'était prévisible, mais c'est parce que le désarmement n'a pas eu lieu, c'est parce qu'on a laissé les gens en armes, c'est parce qu'on n'a pas fait suffisamment d'apaisement, c'est parce qu'on n'a pas préparé les Ivoiriens à aller à des élections saines. C'est tout. Monsieur le ministre, comment avez-vous vécu personnellement ce 11 avril 2011 et les mois qui ont suivi? Ça a été dramatique. Ça a été dramatique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça a été dramatique et je l'ai indiqué une fois dans mon intervention que ce jour-là, je suis passé du côté du mort à la fois et du côté du vivant. Voilà. Parce que le pire que je craignais, c'est que Gbagbo, sous bombardement pendant une dizaine de jours, puisse sortir de sa résidence, où on dit chez nous, les pieds devant. Et Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Il est sorti de la tête devant. Il est sorti debout. Donc j'étais partagé entre cette meurtrissure personnelle, cette blessure qui voyait Gbagbo arrêté, et puis quelque part je me suis dit merveilleux, il a protégé sa vie. Donc ça a été une journée où tous les sentiments m'ont parcouru la tête. Je ne sais pas quoi retenir le principal, mais ça a été un jour difficile. Vous avez été incarcéré? Comment ça s'est passé? Alors, notre incarcération, voilà encore une histoire qu'il faut raconter, j'allais dire rocambolesque. Quand le président Gbagbo a été arrêté, nous étions tous dans le désarroi, nous étions tous dispersés, chacun qui pouvait se cacher là où il pouvait l'a fait, parce que c'était une horde, c'est la furia qui s'abattait sur les pro-Gbagbo à l'époque, qui continue d'ailleurs, mais pas avec la même ampleur. Donc il fallait se chercher, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je m'étais donc réfugié quelque part, où j'ai passé beaucoup de jours, et c'est, j'allais dire, au 7e, 10e jour, que les camarades m'ont appelé pour dire que l'ONUCI avait accepté de nous protéger et qu'on nous appelait à nous réfugier à la Pergola, à la nouvelle Pergola. J'avais pensé raisonnablement que, comme avant ça, pendant la crise que nous avons connue, le RDR et son groupe étaient logés à l'hôtel du Golfe aux frais de la princesse, j'avais pensé naïvement que ça devait être la même chose, qu'on allait nous protéger effectivement, et que bon, le moment venu, si la situation s'arrangeait, on allait venir participer à la reconstruction de notre pays. C'est à cela que j'ai pensé. Donc je suis parti à la Pergola, de moi-même. Évidemment, comme la situation était encore sensible, j'ai sollicité l'appui des forces de défense et de sécurité. Et puis bon, on m'a amené à l'hôtel à la nouvelle Pergola. Arrivé à la nouvelle Pergola, le jour de mon arrivée,
C'est ce jour-là que le président Afin Guessan a eu maille à partir avec le pouvoir, le nouveau pouvoir. Comme pendant plusieurs jours, je n'avais pas dormi, je dormais quand ça s'est passé, donc je n'ai pas su. C'est quand je me suis réveillé qu'on me l'a raconté, mais Afin était déjà parti. Le lendemain, le dispositif a complètement changé et l'espoir qu'on avait d'être là et être un peu tranquille moralement et penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire, cet espoir-là s'est transformé en désespoir. Parce que c'est d'autres personnes qui sont venues nous garder, qui n'étaient pas vraiment des enfants du cœur. C'est comme ça que nous avons vécu notre séjour à la Pergola. Mon petit frère Dassé Jean Martin, qui avait été arrêté à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, a été transféré à la Pergola. Quand on l'a vu, c'était difficile. Mais même les militaires gradés, tous ceux aussi sont passés par la Pergola. Puis bon, on s'est retrouvés donc à la Pergola. Je veux dire à ce niveau-là précis que notre séjour, notre incarcération à la Pergola, je peux dire sans me tromper et sans offenser qui que ce soit, mais c'est la vérité, ce n'est que la vérité. C'est avec la complicité de l'ONUCI. C'est l'ONUCI qui a accepté de nous protéger. Et nous avons placé notre confiance en l'ONUCI et cette confiance s'est transformée en cauchemar. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été libéré avant qu'on transfère mes camarades à Bondiali. Et je vais être honnête. C'est l'occasion pour moi pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué de loin ou de près à ma libération, mais aussi à la libération de 16 autres personnes qu'on a pu libérer ce 18 juin 2011. En tout cas, j'adresse mes remerciements à ces personnes-là. Parce que je n'ai pas pu vivre l'enfer que les autres ont vécu lorsqu'on les a amenés dans les autres prisons. À la Pergola, c'était certes un lieu où on était privé de liberté, mais on n'était pas si malheureux que ça, parce que les conditions étaient quand même acceptables. Mais ceux qui sont retrouvés en prison, Afin Guessan, à Bouna, les Dassé Jean Martin, les Etienne Mouakon, les Brogrébé, Sokri Bouri, le gouverneur d'Akouri, tous ceux que j'ai cités, que je ne peux pas citer, mais qui sont partis après à Mondiali, ce n'était pas le même confort qu'on avait à la Pergola. Donc nous avons été beaucoup peinés de voir que nos camarades ont été transférés à la Pergola. Certains ont été libérés par la suite. Nous voulons remercier aussi la sagesse de ceux qui ont aidé à les libérer, mais il en reste encore beaucoup. C'est l'occasion aussi de plaider la libération de tous ces prisonniers politiques, mais aussi le retour apaisé de tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui en exil et qui sont déplacés. En tout cas, la Côte d'Ivoire doit avancer et la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sur la vengeance. Il faut une Côte d'Ivoire réconciliée et une Côte d'Ivoire unie. C'est pour cela que je continue de plaider pour qu'on libère les autres, pour qu'on ramène les exilés et pour qu'on puisse participer à la reconstruction de notre pays. Donc si on met ces deux phrases bout à bout, cela signifie pour moi que pour la Côte d'Ivoire, il faut aller de l'avant. Nous avons connu la crise, certes, mais il faut faire l'effort sur nous-mêmes pour qu'on pense à reconstruire notre pays, pour qu'on pense à réunifier notre pays, pour qu'on pense à créer l'unité nationale et la cohésion sociale. C'est ça que ça veut dire. Et c'est dans cette ligne-là, dans cette logique-là, que le Front populaire ivoirien a demandé à rencontrer le président Alassane Ouattara. Ce que nous demandons est simple. À partir du moment où le chef donne une direction, pour y parvenir, il faut quand même un certain nombre d'appuis, un certain nombre de choses. Donc, on nous a parlé de reconstruction et de réconciliation. On nous a parlé de la partie militaire qui est terminée et qu'il faut passer à la partie civile. Ça veut dire qu'il faut négocier, il faut se parler. Donc, si on veut aller vraiment à la réconciliation, alors il faut mettre en place les moyens qui permettent d'aller à la réconciliation vraie et durable. C'est ça qui soutient notre courrier, que nous avons appelé le mémorandum.
Dans le mémorandum, nous disons, si nous voulons vraiment aller à la réconciliation, une réconciliation durable, vraie et sincère, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Les paramètres sont les suivants. Ce que nous savons, ce que nous avons dit. L'interlocuteur peut dire que non, ça, ce n'est pas des paramètres, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais nous, c'est ça qui nous intéresse pour aller à la réconciliation vraie. Les gens appellent ça préalable ou pas préalable, mais je veux dire que ce sont des données qu'il faut prendre en compte si on veut faire une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre à confiance les interlocuteurs. Parmi eux, il y a un groupe d'interlocuteurs qui est aujourd'hui fragilisé, qui est par terre, qu'il faut relever. C'est le Front populaire ivoirien. Pour relever le Front populaire ivoirien, qui a tout perdu, ses cadres, ses biens, moralement, qui a tout perdu, ce Front populaire ivoirien mérite d'être relevé par le président Ouattara, s'il veut vraiment aller à la réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le chef. Et c'est ça qui nous permet de dire qu'il faut faire un minimum de gestes qui est la libération de nos camarades qui sont en prison. Ça nous met en confiance et ça nous permet de discuter aisément. On dit aussi que comme la situation est difficile aujourd'hui, que nous-mêmes nous avons du mal à nous déplacer, il faut penser aux problèmes sécuritaires. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, comment allons nous déplacer pour aller expliquer chez nous, donner la bonne parole? De trop près, nous avons peur de ceux qui sont en armes aujourd'hui. Les armes prolifèrent partout, les hommes en armes prolifèrent partout, donc il faut qu'on se penche sur la sécurité. Et là, nous faisons des propositions, nous avons fait des propositions. Nous disons aussi que la vie de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas là. La Côte d'Ivoire continue. La preuve est que politiquement, il faut continuer à lutter pour la démocratie. Donc le jeu démocratique, il faut qu'on en parle. Le jeu démocratique, c'est par exemple les élections. Parce qu'un parti politique ne se crée pas pour beaux yeux se créer, pour le plaisir de se créer. Le parti politique est créé pour prendre le pouvoir. Nous disons de notre côté, le prendre de façon démocratique. Donc il faut parler du jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est par exemple comment on exerce notre position, comment les conditions d'élection justes et transparentes sont mises en place, tout ça. Donc dans notre cas, il y a la CEI dont il faut parler, il y a le découpage électoral dont il faut parler, il y a la liste électorale dont il faut parler. Tout ça, c'est des faits concrets qui concourent à la mise en place ou bien à la réalisation d'une réconciliation durable. Nous avons donc demandé un dialogue politique pour débattre de tous ces dossiers-là. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des maisons qui sont occupées, il y a des espaces privés qui sont occupés. Tout cela, il faut les prendre en compte. Donc ce sont ces problèmes-là que nous avons recensés et que nous avons mis dans notre mémorandum. Si les gens appellent ça préalable, c'est leur problème, mais nous disons que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour aller à une réconciliation vraie, sincère et durable pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a trop souffert. Il ne faut plus qu'on joue avec la réconciliation. Oh, là, il y a deux types de réponses. Soit je réponds par mépris, soit pour pour le respect des auditeurs et téléspectateurs, je réponds pour expliquer un peu la situation. Je vais prendre la deuxième voie. Honnêtement, M. Kwasi Théophile, qui se plaît aussi dans l'art de jouer la comédie, je pense qu'honnêtement, il aurait dû se taire. Il n'avait pas besoin de dire ça à M. le juge. Pour la simple raison que ce volet, ce dossier a été débattu d'homme à homme devant M. le juge, qui nous a convoqués pour faire une confrontation. Donc nous avons eu une confrontation avec les détenus, qui étaient trois à l'époque. Il y avait Kwasi Théophile, il y avait aussi Amouzou, et puis il devait y avoir notre ami, comment il s'appelle, FRC, là, Kwaku Firmin. Donc Kwasi Théophile, Amouzou et Kwaku Firmin. Il y a eu une confrontation en présence de monsieur le juge et de nos avocats. Voilà. Au cours de cette confrontation, Kwasi Théophile a reconnu qu'il a menti sur moi, sur toute la ligne. Il a reconnu qu'il a menti sur moi sur toute la ligne. Et je vais vous donner quelques-uns de ces termes. Kwasi Théophile a dit qu'il m'a donné à moi 500 millions de francs CFA.
Quand le juge l'a interrogé, il a fini par reconnaître qu'il ne m'a jamais donné 500 millions de francs, mais il a donné à quelqu'un d'autre. Je ne dirai pas le nom ici, parce que c'est une affaire du tribunal. À partir de là, on comprend bien tout le reste. Voilà, on comprend bien tout le reste. Cet exemple seul suffit pour expliquer tout le reste. Donc il est arrivé à un moment donné où des gens ont fait des mauvaises choses et ils veulent salir les autres à leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent transformer ça en procès politique. Donc à l'époque, comme il fallait abattre Babo Laurent, en attaquant Dano Djedje Bonou Wabré, évidemment, le lien est vite fait. Et puis c'est Babou qui était dans le viseur. Mais ça n'a pas prospéré parce que c'était sur du mensonge. Et sur ces 500 000 francs, je vais vous dire que M. Kwasi Théophile a écrit un papier qu'il a signé. Il signe du faux. Mais comme ce n'est pas moi qui juge, je ne vais pas rentrer dans les affaires judiciaires. J'ai fait confiance aux non-magistrats sur ce dossier. Mais je voulais juste relever qu'il a menti. Que je ne suis jamais allé dans son bureau avec des gardes-corps pour aller prendre un chèque. D'abord le chèque au nom de qui? Et est-ce que ce chèque, je l'ai pris? Si je l'ai pris, je l'ai mis où? Et ce n'est pas mon tempérament. Ce n'est pas mon tempérament. Je n'ai pas été éduqué comme, je n'ai pas été élevé comme ça, donc ça ne me ressemble pas. Donc, il a menti. Il aurait dû ne pas dire ça parce que déjà, en médias de confrontation, il avait démenti ce qu'il avait dit auparavant au juge. Donc c'est vraiment dommage qu'il soit allé jusque-là pour dire la même chose pour lequel on était tous d'accord que c'était du faux. L'héritage que le président Gbagbo me laisse, c'est la conviction, l'idéal commun. La conviction, l'idéal commun. La conviction, c'est que nous croyons à notre combat. Il faut le mener. Parce que c'est ce combat-là qui nous semble un combat utile pour la Côte d'Ivoire, un combat important pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je vais parler donc de la conviction puis l'idéal. L'idéal, c'est cet homme qui privilégie l'homme, qui privilégie l'autre, qui pense collectif, qui pense nation. Pris individuellement, nous ne sommes rien du tout, mais mis ensemble, nous sommes forts. C'est ce que disent les penseurs. Gbagbo est resté dans cette ligne. Il faut qu'on soit ensemble, on soit tous ensemble pour reconstruire une Côte d'Ivoire forte. Ça a été tout le contenu de sa bataille. Que nous continuons avec lui, certes absent aujourd'hui, physiquement, même moralement, il est avec nous. Et nous continuons ce débat sans vengeance, sans affrontement, sans haine, mais avec la franchise qui nous caractérise, avec l'amour qui nous caractérise pour aller de l'avant. Construire la Côte d'Ivoire de demain, c'est une Côte d'Ivoire où les gens ne sont pas obligés de s'aimer, mais où les gens s'acceptent, où les gens se tolèrent mutuellement. Nous n'avons pas besoin d'une Côte d'Ivoire de vengeance, ni d'une Côte d'Ivoire de haine. Il faut bannir cela. Voilà le sens de notre combat. Voilà la vision que le président Gbagbo nous a laissée. Au plus fort de la crise, il a toujours défendu cet idéal-là et nous continuons de défendre cet idéal. Ce qui explique nos incessantes demandes de rendez-vous au président de la République pour lui expliquer, pour lui donner notre version des faits et lui faire comprendre notre présence sur la terre de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous autres, on peut faire pour que la Côte d'Ivoire sorte de cette impasse? Voilà le sens de notre combat et voilà le combat que nous a laissé le président Laurent Gbagbo, que nous aimerions continuer avec la grâce de Dieu.